Bonjour à tous. Bonne journée à certains, bon après-midi. Je m'appelle Colleen Bennett, professeure à l'Université de Victoria, et je suis enchantée d'être le modérateur de cette table relative aux questions relatives au traitement des données dans l'arène électorale. C'est quelque chose d'essentiel dans les questions démocratiques. C'est important pour l'élection de candidats, pour les campagnes politiques, pour établir une connexion avec les électeurs et avoir des informations sur les croyances, les idées des électeurs. Mais il est également important que les organisations impliquées dans les campagnes respectent les principes de protection des données. Donc, il est critique que les campagnes s'impliquent de plus en plus dans l'usage de technologies numériques et qu'ils puissent comprendre cette sophistication accrue. Dans de nombreux pays, nous pouvons constater chaque jour qu'ils envoient des messages parfois contradictoires, mais à propos des électeurs. Les élections dans la plupart des pays sont donc déterminées par les données et on a pu constater que la confiance dans l'intégrité des élections peut être minée suite à des pratiques cachées et à la manipulation de données. Donc, l'application de principes fermes de la protection des données est très importante pour l'intégrité des élections afin de pouvoir créer la confiance dans les processus démocratiques à l'ère du numérique. Ainsi donc, il y a différentes questions qui sont liées à la protection des données, qui sont au cœur d'un débat international quant à la démocratie et les élections libres. C'est là une partie de la discussion menée par la Commission des droits humains et d'organismes comme le Règlement général de protection de données, qui assume de plus en plus l'importance de la régulation des élections pour soutenir les principes d'autonomie individuelle et pluralisme dans les pays démocratiques. La loi de protection de données a toujours été appliquée au processus d'application de données pour les personnes qui organisent les campagnes, pour les partis politiques, les candidats et toutes les composantes qui doivent traiter des données personnelles. Il y a relativement peu de temps que les autorités de surveillance ont pu aborder les questions systémiques afin d'aboutir à un équilibre adéquat entre les droits des campagnes de communiquer avec les électeurs et la confidentialité des électeurs individuels. À Toronto, il y a 2 ans, j'ai rendu un rapport au GPA sur ces questions et dans mes conclusions, je signalais entre autres qu'il n'y a rien d'inévitable pour ces tendances. La démocratie ne requiert pas une connaissance détaillée des croyances, des intentions des électeurs. La surveillance des électeurs est l'attribut d'un type particulier de tâche qui est mesuré dans les métriques superficielles des réseaux sociaux. Mais la protection des données est une condition essentielle pour des formes plus authentiques de participation politique, surtout dans des pays qui ont des expériences récentes de vote autoritaire. Il existe une variable complexe rattachée à des variables culturelles et historiques associées aux élections qui peuvent être déterminées par les données. Ces facteurs vont bien au-delà de ce qui concerne la loi de protection des données. Cela étant dit, dans la mesure où les élections sont déterminées par certaines données, nous nous devons de comprendre qu'il est important d'établir des règles de protection de données, car la protection de données dans des pays où la loi relative aux protections de données couvre les partis politiques, il n'y a pas d'évidence selon laquelle les partis n'ont pas été empêchés de remplir leurs principes démocratiques essentiels pour développer des politiques, par exemple. Les ressources humaines et financières ouvertes sont limitées, évidemment. L'attention
des données dans les élections entre en concurrence avec d'autres besoins comme la protection des données, mais aussi au niveau des corporations et du gouvernement. Dans l'analyse que j'ai menée, nous concluons qu'il y a des recommandations et des défis. Surtout, il est important de comprendre le réseau de campagne de chacune des sociétés et il est important de comprendre l'environnement régulateur pour les élections dans différents pays. Ça peut être constitutionnel, mais aussi publicitaire, le financement électoral, l'importance de la régulation comme collaborateurs nationaux, surtout ceux qui sont liés à ce domaine, et surtout l'importance de comprendre les relations entre la loi de protection de données et le financement électoral. Il y a eu des propositions récentes sur la loi de transparence qui inclut des fichiers numériques et qui ouvrent des opportunités au GPA pour mieux comprendre la nature du micro-objectif et étudier quelles sont les sources financières. Il faut un guide proactif pour les meilleures pratiques de campagne, car le risque ne peut pas toujours être compris par rapport aux plaintes individuelles. Il doit être évalué par le GPA à partir de politiques publiques. Vous avez beaucoup de travail de protection de données déjà élaboré et je finirai en rappelant l'importance de la régulation internationale. Il y a clairement des aspects globaux qui requièrent la collaboration au plus haut niveau entre les GPA en Europe et ailleurs dans le monde. Les gens qui travaillent aux élections ne connaissent pas des frontières géographiques, pas plus que les régulateurs qui interviennent dans ces processus. Cela étant dit, nous allons désormais écouter différents représentants de différentes autorités qui vont commenter les défis qu'implique la régulation dans le monde. Canada, Royaume-Uni, Norvège, il y a des autorités qui ont fait beaucoup de travail dans ce domaine sur la protection de données personnelles dans l'arène électorale. Il y a une grande participation de nos collègues au Mexique. Mais nous avons ici 3 invités très spéciaux. Nous avons le commissionnaire de British Columbia pour l'information et la confidentialité qui travaille au Canada, qui a été responsable de l'histoire de Cambridge Analytica. Il a également travaillé avec l'ICO dans ce domaine. James Dipple Johnston est le fonctionnaire régulateur en chef de l'ICO qui a participé à beaucoup de rapports de l'ICO sur la démocratie et la protection de données depuis 2018 avec le rapport de disruption démocratique et utopie. Et nous avions Toby Juden, qui est le responsable des protections de données en Norvège et qui a beaucoup travaillé au niveau international aussi. Bienvenue, nous allons mener une discussion ouverte sur les véritables problèmes pratiques associés aux acteurs du monde politique. Voilà la question. Pas d'organismes gouvernementaux ou pas d'acteurs de corporations. Quelle est la différence quand on essaye de faire des recherches sur un politicien, un parti politique, au maître de la politique, des organisations qui disposent de volontaires, qui ont une implication forte de volontaires dans les campagnes? Quels sont les défis que pose cette situation? Et je voudrais aussi vous demander de décrire les recherches menées dans vos pays. Et ensuite, si on pouvait répondre à certaines questions pour faire le suivi à travers les questions-réponses. Les technologies pionnières dans les États ont-elles affecté dans vos juridictions les campagnes? Si oui, comment? Quelles sont les questions les plus importantes relatives à l'information et aux outils sur les réseaux dans les campagnes politiques qui rendent différents l'utilisation des réseaux par rapport à d'autres domaines? Quels sont les défis donc les plus importants pour les lois de protection de données, pour les organisations de recherche? Comment doit-on réaliser ces recherches pendant les campagnes politiques? Quels sont certains des outils de régulation que nous devons appliquer dans l'arène? Quel est le code pratique de conduite dans ce contexte? Quelles sont les régulations correctes
d'après le GPA et justement les organismes régulatoires nationaux. Et voilà quelques questions, il y en aura d'autres sûrement. Alors je vais maintenant céder la parole à James. Tu es la personne indiquée pour lancer le débat. Tu es d'accord? Alors, tu disposes de 10 minutes, s'il te plaît. Et ensuite, nous allons recommencer la conversation. James, tu disposes de 10 minutes. Bonjour, comment allez-vous? Merci de cette invitation. Vous parlez aujourd'hui sur mes recherches, sur nos recherches qui remontent à 2017. Nous sommes très conscients que potentiellement, c'était un projet trop grand pour notre bureau. Cependant, je crois qu'il est juste de dire que nous n'attendions pas à ce moment-là, que nous pourrions l'élargir à ce point. On a élargi la recherche, elle est devenue plus complexe et une partie du travail commence à arriver à terme en ce moment. La recherche a reçu beaucoup d'intérêt, a suscité beaucoup d'intérêt et 11 des partis politiques les plus importants du Royaume-Uni ont été impliqués. Cette activité nous a amené à formuler 500 recommandations ou plus pour améliorer le service pendant les processus de partis politiques qu'on a pu suivre. Après ma présentation, je vous expliquerai de quoi je parle. En essence, nous avons découvert qu'il y a un système de création de profils et d'échange commercial de profils à grande échelle. Et parfois, nous pouvons constater que cela conduit à comprendre la relation entre la confidentialité et les institutions démocratiques qui implique une vulnérabilité importante du système démocratique. Nous avons parlé avec l'autorité de la protection des données sur les résultats et je voudrais aujourd'hui parler surtout de ce que nous avons appris grâce à cette recherche menée par nos bureaux et souligner les avancées qui ont pu être réalisées depuis. Alors là, notre première leçon, c'est que les défis technologiques ont changé les règles du jeu. Les partis politiques ont essayé de mieux comprendre quels sont les intérêts, les points de vue des gens. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Cependant, ce qui est nouveau, c'est l'accélération de la capacité d'accumuler et traiter de grandes quantités massives de données, ce qui inclut des risques pour la confidentialité, y compris l'activité invisible de création de profils, la prise de décision à partir de statistiques et un marketing non souhaitable. Le mettre tag des personnes pour essayer d'influencer les personnes et leur choix électoral requiert un réseau de données multicouches à partir de données personnelles qui peuvent être modifiées et étudiées à grande échelle dans les systèmes. Ceci prend de plus en plus de place. Au Royaume-Uni, par exemple, les dépenses en publicité est passé de moins de 2% dans les dépenses totales en 2014 à 50% des dépenses pour les dernières élections en 2019. Ceci, du point de vue du régulateur, nous invite à faire un suivi des données, mais c'est de plus en plus difficile. C'est très important aussi pour les électeurs de connaître les enquêtes après les élections en 2019 au Royaume-Uni. 3/4 des personnes interrogées pensaient qu'ils savaient qui était derrière la publicité politique et la moitié d'entre eux voulaient comprendre pourquoi on leur avait envoyé ces messages publicitaires avec des messages ciblés. Nous, en tant que régulateurs, nous devons tenir un rythme pour suivre cette augmentation technologique d'un point de vue technique et opératif. La leçon numéro 2 pour nous, c'est une approche nouvelle qui est nécessaire dans cet espace. Nous avons une approche moderne qui porte sur tous les domaines du bureau, les demandes, les plaintes, les chercheurs, les guides de politique publique, la technologie et les services de soutien. Ces derniers sont parfois les héros de notre bureau. Pensez à vos autorités, s'il vous plaît. Que diraient vos départements de TI si tout d'un coup ils veulent 700 terabytes d'évidence sur une plateforme et ils vous préviennent 2 semaines avant? Que dirait votre
responsable de finances, si vous lui demandez d'autoriser des centaines de milliers de livres pour des techniques de technologie pour l'électorat. Ce sont quelques-unes des leçons où il nous faut être équipés avec les systèmes technologiques nécessaires pour appliquer l'analytique de données à grande échelle. Nous pensons qu'un travail de ce type sera de plus en plus courant et donc va connaître une croissance exponentielle, pas seulement par rapport à sa taille, mais aussi par rapport au nombre de spécialistes et pour les techniques requises pour les soutenir dans ce travail. Cette capacité doit être appuyée sur un système physique. Il faut plus de salles, plus d'équipements électroniques, plus de logiciels de recherche, des manuels, des processus de formation. Nous avons pu commencer à voir cela quand les élections ont pu répondre de manière adéquate pour permettre une meilleure expertise et un meilleur suivi des campagnes. Maintenant, où les choses se passent. Donc, la leçon numéro 3, les défis de cet espace de régulation sont des défis transversaux. Dans ces fichiers, il y a beaucoup de consultations qui doivent être faites et nous avons pu constater que chaque fois que nous avions de plus en plus d'informations sur le traitement de données, il y avait aussi beaucoup de recherches qui étaient déjà en train d'être réalisées en lien avec ce thème. Par exemple, consulter un fichier. Ce fichier était déjà dans le bureau parce qu'il y avait des préoccupations par rapport à l'industrie, par exemple, quant aux coursiers de données dans le Royaume-Uni, et on a vu qu'il y avait des recherches qui étaient requises. C'est aussi transversal par rapport à d'autres préoccupations de notre bureau qui avaient habituellement été traitées de manière séparée. La question de la sécurité et le débit de cyberdonnées, c'est quelque chose que nous devons parvenir à faire pour atteindre nos objectifs. Alors, on ne peut pas se concentrer sur un seul point. Il faut un travail beaucoup plus large quand il s'agit de protection de données. La leçon numéro 4, si on peut l'appeler ainsi, c'est qu'il faut une coalition, une collaboration, un travail d'ensemble avec les collègues au Royaume-Uni, mais c'est le cas pour beaucoup d'autres autorités représentées dans cette séance. Il existe différentes agences responsables de la surveillance des campagnes électorales et politiques. De mon point de vue, il est essentiel que toutes les organisations responsables de la collaboration puissent partager leurs expériences et échangent à propos de situations spéciales, parce que ça nous permet d'apprendre que ce n'est pas un processus individuel qui va permettre de résoudre des choses ponctuelles. Il faut un suivi, comprendre les pouvoirs, partager l'intelligence avec des mécanismes qui doivent être échangés tout au long de l'année. Ceux qui utilisent les données, on a pu le voir au cours de certaines des recherches, ont la meilleure technologie, ils bougent rapidement, ils sont dynamiques. Or, les régulateurs n'ont pas la même intelligence, ils n'ont pas identifié tous les cas dont il faut tenir compte. Il y a une sorte de vide dans les données, il faut les rattraper. Il nous faut travailler avec d'autres collègues, pas seulement dans la sphère de la régulation. Il faut travailler avec nos collègues internationaux dans d'autres domaines. Les liens que nous avons tissés aujourd'hui ont un rôle très, très important et nous permettent d'avoir de meilleurs résultats dans les prochains processus. Comme un résultat de cette recherche, nous pouvons obtenir une réponse rapide et nous pouvons approfondir certains thèmes et faire une analyse des menaces qu'affrontent nos partenaires pour nous assurer d'avoir le meilleur panorama, une meilleure vision des dangers et des périls que nous devons affronter. D'après l'évidence recueillie, dans beaucoup de pays, il y avait des agences qui opéraient de manière internationale et qui étaient associées avec des chercheurs basés aux États-Unis, mais aussi ailleurs. Ils développaient des outils appliqués aux États-Unis, mais pour les appliquer ailleurs, à partir des évidences, nous avons pu constater qu'on peut établir des argumentaires locaux pour essayer de contrer la résistance face à la régulation. Il nous faut travailler avec les collègues de régulation partout, au Canada par exemple, mais ailleurs aussi, pour comprendre parfaitement comment les données du Royaume-Uni qui sont utilisées à l'étranger sont en train de suivre les principes de protection de données. Où en sommes-nous aujourd'hui? On a obtenu de grandes avancées
Par exemple, quant à l'écosystème politique, nous avons réussi à obtenir de meilleures pratiques, plus de transparence pour garantir l'intégrité électorale. Quelles sont les attentes pour l'avenir? Eh bien, nous voulions avoir de meilleurs guides pour les campagnes électorales avec un cadre de référence très utile pour pouvoir les utiliser dans ces élections à l'ère du numérique. Il nous faut faire attention aux messages, à la publicité, aux personnes responsables de ces messages, pourquoi ces messages sont envoyés. Cela répond aux besoins des personnes. Il y a certains réseaux sociaux qui ne soutiennent plus certaines campagnes électorales et d'autres n'ont pas réussi à faire cela. Il y a certaines lois électorales à modifier. Il y a eu des partis qui ont appliqué nos recommandations, ont fait un suivi pour appliquer ce que nous avons conseillé. Et en termes de rendre compte, je pense que c'est important. Le Parlement du Royaume-Uni, en appliquant les recommandations d'amélioration, a établi des procédures numériques pour la protection des données parce que cela exige une réforme et en même temps cela nous permet de voir quelle est l'interface qui existe entre la protection démocratique et tous les critères qui doivent être pris en compte par rapport au procédures digitales numériques. Évidemment, tout le monde a besoin aussi, doit faire attention à tous les aspects au Royaume-Uni. On peut voir ici comment la société va s'impliquer dans le processus démocratique à l'avenir. Donc, nous souhaitons la bienvenue à ces engagements démocratiques pour pouvoir exercer la même démocratie de la même manière. Nous voyons qu'il faut communiquer de manière adéquate avec les électeurs parce que sinon, cela ne pourra pas être réalisé. C'est-à-dire que les communications doivent promouvoir comment est-ce qu'on va utiliser l'information dans ce contexte. Je vous remercie et bien sûr, je suis ouvert au débat. Merci, merci bien. Tobias, c'est ton tour. Merci. Merci pour avoir partagé ces commentaires. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, tout est OK. OK, merci. Merci. Merci pour les commentaires qui ont été très intéressants de la part de la Norvège. Nous avons eu quelques expériences avec le contexte électoral et la protection de l'information personnelle numérique. Et dans ce cas-là, en 2018, quand nous avions le parti plus important au pouvoir, celui du Premier ministre, nous avons vu comment était utilisé comment Facebook était utilisé. Cette application n'a pas été utilisée per se, mais nous avons bien sûr commencé à voir quelles étaient les pratiques utilisées. Nous avons vu qu'à partir du 2013, ils ont créé une application qui peut être utilisée dans la plateforme de Facebook. Vous connaissez tous ce qui est passé, vous connaissez cette application. Il s'agit d'avoir les amis des membres du parti et bien sûr, ils allaient bien sûr partager l'information. Et ils ont reçu une liste des fans de ce parti et c'est donc le Parlement qui devait se mettre en contact avec eux par le biais de Facebook, tout en sachant qu'ils allaient avoir une inclinaison particulière, une inclinaison particulière. Vous devez comprendre que dans ce sens, il y a eu bien sûr des choses et il y a également des choses qui comment
on pouvait savoir déjà comment les personnes, quelles étaient les inclinaisons de certaines personnes. Il y avait des filiations politiques et nous avons coïncidé tous, c'est-à-dire que c'était une information classée. Nous avons vu que toute cette information avait été partagée de façon indue et également le concept de transparence. Les personnes ne savaient pas qu'ils avaient été qu'on leur avait partagé cette information. Le parti politique l'a vu ainsi et on a pu voir également ce qui a été fait avec ces demandes. Il y a eu également une information asymétrique, hein, c'est-à-dire que c'est une théorie économique qui représente la défaillance du marché parce que tout cela a à voir avec la prise de décision et on était très préoccupés parce que cela nous menait à la manipulation de l'information et dans ce cas-ci en particulier, tout cela était considéré et improbable et cela pouvait avoir une influence et parce que réellement cela avait une portée limitée. Mais bon, la conclusion dans ce cas-ci a été que nous avons décidé d'utiliser un projet pour pouvoir trouver tous ces chemins et de cette façon-ci utiliser les services de la police qui sont représentés dans notre Parlement national et qui pourraient nous dire ce qu'il fallait faire. Nous avons demandé donc au Parlement, on n'a pas eu une réponse formelle, il n'y a pas eu une investigation. On leur demandait, bon, est-ce que vous voulez partager vos pratiques de comment est-ce que vous faites les choses? Malheureusement, ils ont décidé de coopérer, mais ils nous ont donné leurs opinions. Cela a beaucoup de sens. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup, et tout se base sur la confiance où il y a une hiérarchie. On peut le faire dans un contexte original, mais également on doit avoir une enquête. Et tout cela est très surprenant. Bon, ce n'est pas le mot exact, mais c'était le mot qu'ont utilisé les partis. Mais nous avons vu, en résumé, les fonctions de tous les réseaux sociaux. En même temps, nous devons considérer comment étaient utilisés les intérêts, la conduite, le comportement dans les réseaux. Et d'après les partis politiques, cela a eu une affectation. Par exemple, on voyait l'âge, on voyait d'où ils se trouvaient, on voyait de quel parti politique ils appartenaient, on pouvait savoir s'ils étaient intéressés à construire une route en Norvège. Enfin, c'était des supposés, bien sûr. On ne savait pas si c'était une supposée pour les partis politiques, mais techniquement, on peut dire que c'était une des plateformes plus importantes et donc on l'a permis. Cela a été permis. On doit bien sûr considérer également la reddition de comptes parce que les partis politiques doivent consulter ce qu'est légal ou pas et c'est une autre réflexion quant à l'utilisation de ces plateformes et ces outils qui bien sûr le rôle qu'ont joué lors des élections et comment ils ont affecté les communications. Nous avons trouvé que après avoir fait de recherches, après avoir cherché sur les sites d'internet des partis politiques, on pouvait savoir quelle est l'information qu'ils avaient dans quelques websites. On pouvait transférer l'information et on a vu également que les partis politiques utilisent les ensembles de données, l'information qu'ils ont, les corridors, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, cela nous aurait mené exactement à la taille, les dimensions des logements et comment on faisait le lobbying pour faire des diminutions fiscales. On doit considérer également
le support intense qu'a donné la société. Il me semble que les partis politiques reçoivent cette information de Data Americas et cela nous permet de voir si cette information est détaillée. Et cela peut nous surprendre de savoir comment les partis politiques enregistrent l'information, logement par logement, à un niveau au-delà. Et finalement, cela peut devenir un risque dans les foyers parce que ici, définitivement, si nous n'avons pas le consentement pour réunir cette information. Les sciences de programmation sont utilisées et dans un très haut niveau. Et cela est très intéressant parce que les partis politiques nous ont dit qu'il y avait des raisons pour lesquelles ils n'avaient pas exploré ce concept et également les opportunités qui se présentaient parce qu'ils n'avaient pas les ressources financières. Alors, définitivement, je pense que ce n'était pas anti-éthique, mais il y a eu un critère, disons, pratique pour que de cette façon, on puisse penser davantage à la protection de données. Il n'y avait pas des linéaments centralisés et en conséquence, et je veux dire que sur la base de ce que nous avons vécu, nous n'avons pas donné le consentement. Et je parle des partis politiques norvégiens en relation avec ce qu'ils ont fait en 2018. Et donc, il me semble qu'il n'y a pas d'évidence qui suggère qu'on ait appliqué des actions pour pouvoir avoir des élections démocratiques. Il me semble que cela va changer. On peut faire une modification aux partis politiques. Nous pouvons voir comment ils peuvent concurrencer entre eux. Il ne s'agit pas simplement de se préoccuper des partis politiques, mais d'autres organisations, personnes physiques ou n'importe qui ait un intérêt spécial aux élections politiques. C'est en Norvège, on voit qu'il y a des changements qui ont pu avoir des impacts avec l'électorat. Il y a une inquiétude également de ce qui peut être fait ou pas et ce qui peut être fait dans les partis politiques pour que de cette façon on puisse avoir ou faire des microfilms qui nous permettent de voir et avoir la capacité de voir quelles sont les actions, la résilience de nos élections. Et cela me mène au sujet principal dans le contexte électronique, parce que si nous faisons une manipulation de l'information numérique, cela peut être considéré comme une violation des droits de l'électorat. Et ici, nous devons voir ce qui se passe avec d'autres plateformes qui doivent avoir notre attention et voir quelle est la réalité à laquelle nous sommes exposés. Nous devons voir également et considérer cela du point de vue du marketing. Et c'est une catégorie qui a d'autres conséquences qui sont implicites et nous devons voir que la manipulation qui nous concerne doit être gérée dans un contexte et qui puisse gérer la publicité également. Et quand nous proposons ces actions comme intrusives, nous devrons voir quelles sont les solutions. Une autre chose, c'est voir quel est le contexte électronique qui définitivement ne sont pas les finances, mais qui probablement ont une portée sur les médias électroniques. On doit également voir ce contenu et comment toutes les informations personnelles peuvent être utilisées et comment cela peut être utilisé. Les partis politiques travaillent avec les médias numériques et nous devons également considérer que se passe-t-il avec l'information qu'on ne peut pas voir dans le contexte des démocraties.
Je continue en vous donnant une actualisation. Et bon, nous avons eu une élection en Norvège il y a un mois et nous avons vu qu'il y a eu une grande clameur publique. Pourquoi? Parce que tout le monde dans les zones géographiques définitivement ont vu que ce que nous devions faire avec ces processus de vote. Il y a eu bien sûr des bulletins de vote qui ont été distribués et nous devons voir comment considérer cet aspect géographique. Les personnes ont considéré que c'était pas bien, mais nous avons reçu beaucoup d'informations tangibles de toutes ces données. Alors, en tant que régulateurs, législateurs, nous ne devons pas être passifs. Nous devons considérer les risques qui ne sont pas tangibles. Nous devons considérer les invisibles qui sont là. Merci. Extraordinaire Tobias et finalement Ekal. Merci Colin. Merci Colin. Et également, bien sûr, à notre hôte qui nous a invités à faire partie de cette table ronde. Je veux commencer en disant quelque chose en termes généraux. Et en tant que la fonction que nous avons en tant que régulateurs, il y a beaucoup de subtilités et nous devons voir exactement en quoi consiste le processus électronique et le processus de privacité. Mais je pense que nous sommes préoccupés, c'est la démocratie, c'est l'interaction entre nos partis politiques et les citoyens. À qui ils servent et ils doivent avoir une relation de confiance entre les deux, de sorte que les membres du public n'aient pas le moindre doute pour s'exprimer correctement sur les candidats qui appartiennent au parti de l'électorat. C'est ce que nous essayons de faire en parlant de la privacité de l'information personnelle des personnes dans un contexte numérique. Parce que tout cela bénéficie le processus démocratique et cela implique que nous devons poser quelques questions et c'est quelque chose que nous considérons déjà fait, mais qui n'est pas fait parce que ces problèmes, définitivement, doivent avoir une base solide pour pouvoir les aborder. Donc ici, ma fonction en tant que comme commissaire en British Columbia, à British Columbia, nous l'avons vu un petit peu avant que je sois commissaire. Et nous devons savoir que pour la première fois, nous avons une liste d'électeurs dans un format électronique. Et donc, je n'ai pas le nombre de personnes que nous avons enregistrées, mais cela, nous les avons en copie de papier et nous pouvions voir comment travailler les personnes, les votants. Et donc, cette liste devait être remise aux partis politiques qui étaient enregistrés. Et vous pouvez voir que nous avons eu des priorités en ce qui concerne les observations l'observation des données de ces personnes. C'était simple parce que le format électronique nous aidait bien. On pouvait utiliser cette information on pouvait croiser cette information avec d'autres données. Et on a fait une fusion et la loi a demandé qu'on le fasse pour voir si les personnes avaient voté avant. Et cela, évidemment, devait avoir le nom de la personne qui votait. Cela était difficile pour notre bureau parce que c'était une information qui
qui auraient dû être mises en pratique et avoir le consentement de ces personnes pour pouvoir l'inclure dans une liste électronique. Deuxième point, une chose qui s'est passée et qui aurait pu être considérée comme très basique, c'est que quand nous avons vu les personnes qui votent et nous avons vu ceux qui ont fait les interviews et qui vont de porte à porte, nous avons vu qu'on devait mettre le nom des personnes avec leurs inclinaisons politiques et nous avons présenté cette information en ce qui concerne les vols. Nous avons commencé une investigation avec les partis politiques qui se trouvaient à British Columbia et je vais vous dire ce qui s'est passé avec cela. Je veux vous dire également que j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler avec Johnson & Johnson au Royaume-Uni et avec d'autres personnes extraordinaires qui appartenaient à ICO, Initial Comment. Et cela, c'était quelque chose qui a réveillé notre intérêt et nous avons pu voir que faisaient les partis politiques à une échelle plus importante en British Columbia et nous avons vu également comment est-ce qu'on pu donner une reconnaissance importante et une base analytique pour pouvoir réaliser l'investigation en British Columbia. Ensuite, on va parler de la collaboration que nous avons eue dans différents domaines, Cambridge Analytica et Facebook. Mais cela sera un petit peu après. Notre travail d'investigation a été fait au Canada. À la province de British Columbia, c'est où j'habite. Nous avons des autorités provinciales avec un gouvernement fédéral. La privacité en ce qui concerne les autorités, on ne l'a pas. Et c'est la province où j'habite et moi je suis responsable en termes de régulation. On devait établir quelle était notre autorité pour pouvoir faire des investigations et cela a surpris quelques personnes quand quelques personnes ont vu que nous avions l'autorité de le faire au Canada. Nous avons considéré également une grande ample gamme d'aspects des partis politiques, la méthodologie que nous avons établie et c'est comme dans le cas de la Norvège. Nous avons analysé quelques partis politiques qui avaient des représentants électoraux dans notre législature et ensuite nous avons vu quelques autres choses, par exemple les politiques de privacité des partis, quelles sortes d'informations ils retenaient, comment est-ce qu'ils réunissaient l'information de l'électorat et toute cette sorte d'informations qui pourrait d'une certaine façon ce n'était pas une investigation de routine, mais on se demande quand on fait une investigation, quand il y a eu des dénonciations. Donc nous avons eu beaucoup d'informations réunies et quand nous avons présenté notre rapport, cela a surpris beaucoup de personnes. Les partis politiques retiennent beaucoup d'informations depuis le genre, l'âge, le sorte d'informations concernant le statut professionnel, les revenus, les participations, enfin beaucoup d'éléments qu'on peut avoir pour créer un profil de votant individuel. Et cela se fait de plusieurs façons. Par exemple, en réunissant de l'information porte par porte, foyer par foyer. Et notre législation, on inclut le consentement qu'ont les partis politiques. Donc, en réunissant cette information, c'était très important pour les partis politiques. Ils utilisaient d'autres techniques, comme par exemple, que les personnes devaient signer quelques documents. Et c'est un problème parce que
C'est comme ça que font les partis. Ils réunissent l'information en offrant ou en disant est-ce que cela ou ci ou ça te préoccupe? Ah bon, si cela te pose des soucis, donc tu dois signer ce document, etc. Donc, et pour être en contact avec les votants. Nous recommandons que ces actions, d'une certaine façon, soient plus transparentes quand même. L'utilisation de la technologie dans les campagnes est une affaire que j'ai vu au Royaume-Uni était différent. Ici, on n'était pas très avancé. Mais ici, c'était Facebook. C'est une plateforme utilisée par les partis, je pense que dans tout le monde. Et ce n'est pas différent en British Columbia. Un des problèmes, et je voudrais parler un petit peu plus concernant ce sujet. Ce que font les partis, ils utilisent cette plateforme pour faire des annonces de personnes de différents paramètres géographiques, mais les partis prenaient des informations des personnes. Si, par exemple, ils incluent le parti, leur courriel, et ils incluent look et Facebook. Donc, c'est cette personne qui nous épaule. Donc, on voudrait bien avoir quelques d'autres personnes avec le même profil, etc., etc. Et ça, c'est un problème. Et c'était un problème à British Columbia parce que nous avons dit que les partis ne laissaient pas clair aux votants quand ils réunissaient l'information, par exemple les courriels. Le votant peut-être aurait pu attendre un email, un courriel du parti politique, ou que le parti politique donne cette information à Facebook pour faire une analytique des données. Et quand ils ont analysé les profils du public similaire. Donc, il y a une gamme d'autres recommandations que nous avons fait. Et par exemple, nous avons présenté quelques-unes qui devrait exister un code qui puisse auquel les partis politiques puissent adhérer et pour bâtir les règles du jeu, pour bâtir ces règles du jeu. Et cela pourrait être intéressant d'avoir cela à l'avenir. Mais après l'investigation que nous avons eue, il serait d'intérêt des partis politiques de s'adhérer au code pour avoir tous les principes de base de privacité et parce que les partis parfois ne voulaient pas faire ça parce que ils voulaient, bien sûr, ils avaient une concurrence et ils ne voulaient pas nécessairement s'adhérer à quelque chose sans être convaincus que les autres allaient s'adhérer également. C'est ce que nous avons vu au Royaume-Uni, qu'ils ont un code, et nous avons vu de façon internationale et on voit le cas du Royaume-Uni. En voyant cela nous a aidé beaucoup. Aujourd'hui, nous travaillons avec le directeur général des élections de British Columbia pour pouvoir avoir un code qui puisse englober les bureaux indépendants comme les autres, de façon qu'on puisse, comme je l'ai dit depuis le début, de développer des processus, un code ou d'une autre façon, une façon de pouvoir continuer d'avoir la confiance des votants, des électeurs et des citoyens dans le processus d'élection. Assurer qu'ils aient un peu de confiance et être sûr que l'information donnée au parti va être bien utilisée et que les citoyens soient sûrs que cela aide à la confiance et au processus démocratique pour fortifier ce processus démocratique. C'est un petit peu le travail que nous avons fait, Colin, et bien sûr, je veux continuer dans le débat. Merci.
Merci. Une très grande introduction à toute la problématique et cela nous mène à quelques questions complexes. Nous allons commencer avec 2 ou 3 points. Tout d'abord, je suis intéressée à cette notion de la peur d'être désarmé d'une façon unilatérale. Tu as parlé tu en as parlé, Michael. Ce qui est en jeu est très important, surtout quand nous avons une régulation dans le monde commercial, une régulation quant à une entreprise et nous devons également, et ici ce qui est en jeu, c'est qui va avoir le pouvoir, n'est-ce pas? Qui a la possibilité de se diriger au public dont il a besoin et pouvoir gagner des sièges clés au Congrès. Quand vous faites ces investigations, vous avez l'idée que l'importance de cela va au-delà de tout le reste et que tout cela peut affecter comme votre travail d'investigateur. Qui veut commencer? Moi, je commence. Oui, oui. Oui, on te cède la parole. Sans doute, je dois vous dire qu'il y a un certain niveau nous avons bien sûr, on a parlé avec plusieurs représentants des partis qui se trouvent dans le gouvernement. Par définition, bien sûr, on a discuté en ce qui concerne ce que nous sommes en train de faire, les groupes qu'ils sont en train de faire. La surveillance peut obstaculiser le processus démocratique. Ils ne veulent pas accepter qu'en régulatrice, ils doivent accepter que nous existons. C'est la première partie de la discussion. Et deuxièmement, je ne suis pas sûre si cela peut avoir un conflit d'intérêts. On parle justement avec les mêmes personnes qui peuvent faire les lois des pratiques, c'est-à-dire que il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute que on se rappelle de tout cela quand on discute de ces sujets et d'une façon ou d'une autre, cela requiert ou cela crée un élément de tension entre les régulateurs et ceux qui régulent. James, c'est ton tour. Oui, je suis tout à fait d'accord avec le résumé que vient de faire Michael. C'est évidemment des points très importants. Le fait même qu'il y ait une recherche, une consultation, une révision pourrait être percé un problème et pourrait avoir une influence potentielle sur les gens. Il peut être difficile de distinguer les faits sur la protection de données et le rendement de compte, d'attribuer la responsabilité dans un processus démocratique. C'est là un défi pour n'importe quelle organisation. Nous sommes arrivés ici avec un esprit d'ouverture et une vision très claire. Et la meilleure façon de gérer tout cela consisterait probablement à suivre l'évidence, continuer de travailler, continuer de calculer les chiffres, effectuer des consultations, suivre des lignes de recherche, considérer, envisager les différentes visions et le faire de manière exhaustive afin de pouvoir être en mesure de couvrir toutes les facettes, de connaître les faits et de poursuivre le dialogue avec l'équipe dans les termes établis par l'approche. Mais ce ne sont pas évidemment des recherches faciles. On est souvent examiné tout au milieu d'une recherche. Parfois, on est autorisé à terminer la recherche, mais chaque jour, tu souffres des pressions différentes selon le degré de progrès de recherche. Je suis définitivement d'accord avec ce que viennent de dire mes collègues. Je pense qu'il faut se souvenir que nous avons besoin, quand nous effectuons une recherche, nous avons des besoins et nous devons
nous entretenir avec tous les partis politiques d'une taille donnée, surtout aussi pour déterminer notre propre indépendance. Il ne faut surtout pas qu'il semble que nous faisons des recherches sur les uns et pas sur les autres et que nous avons un biais contre les grands ou contre les petits. Ça a pu créer des problèmes. En général, quand on effectue des inspections, des contrôles de données, ce que l'on nous dit en premier, c'est « Pourquoi tu commences par moi? Pourquoi tu ne vas pas en face ?» Pourquoi la concurrence n'est pas la première? Ils sont plus grands. Ils ont un chiffre d'affaires plus important. Nous, il faut qu'on commence quelque part. Et quand il s'agit de partis politiques, ce n'est pas toujours facile de le faire, surtout dans le contexte norvégien, où il y a une démocratie avec de nombreux partis. Les compagnies se regardent entre elles et si tu permets à un parti de faire telle ou telle chose, les autres partis vont vouloir le faire aussi. Si tu interdis à l'un ce que l'autre est autorisé à faire, si les résultats sont différents, tu peux avoir des problèmes. Alors, nous devons garder cela à l'esprit et faire de la sorte. C'est très intéressant d'écouter ce que dit Michael. Le besoin d'un code, c'est justement l'une des recommandations aux partis politiques. Il nous a semblé qu'ils devraient, eux, rédiger un code de conduite. Nous pourrions les aider, bien entendu, pour qu'ils puissent mieux rendre compte et ils puissent mieux interpréter la loi pour être sûr que cette loi s'applique de manière équitable à tous les partis. Je pense que cette idée du code est très importante. Merci. C'est important d'avoir des conditions équitables, mais parfois, c'est justement ce que les partis qui ont plus de ressources ou plus de quantité de traitement de données ne veulent pas, justement. Au Canada, on a pu le voir. La deuxième question que je souhaite vous poser concerne l'exemple donné par Tobias. C'est une excellente analyse de la situation de la recherche en Norvège. Toi, tu as dit que vous aviez trouvé une approche pour ces sujets qui sont encore peu mûrs, si l'on peut dire ainsi. Est-ce que cette impression peut être généralisée? Parce que moi, ce que j'ai vu dans la recherche dans les années récentes, c'est qu'il est rare que les membres des partis politiques eux-mêmes s'engagent auprès de la communauté de protection des données. C'est rare qu'ils assistent à des conférences de protection des données. Je ne sais pas si vous avez des expériences différentes, mais en général, j'ai constaté que nous, on a nos régulateurs, merci, et ce sont les instituts électoraux qui doivent s'en charger. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Je ne fais que ce que me demande l'Institut électoral. Toi, tu as parlé d'un manque de maturité en disant qu'ils n'ont pas encore les programmes complexes de gestion des données que peuvent avoir d'autres organisations d'une taille similaire. Tu as dit aussi qu'il y a peu de spécialistes dans les organismes publics ou dans les entreprises par rapport à la protection de données et qu'il y a une certaine lenteur à aborder ces problèmes complexes. Est-ce qu'on peut généraliser cela à tous les contextes? Est-ce que tu accepterais une telle généralisation? James, s'il te plaît. Tu as demandé la parole. On pourrait établir quelques distinctions. Dans notre expérience, certainement, les partis les plus grands ont montré qu'il y avait des opérations sophistiquées, très impliquées avec nous, avec un souci de s'engager, de comprendre. Mais ensuite, on a de nombreux groupes de campagne qui peuvent être organisés autour de certains thèmes pour certaines élections, même locales. Et ensuite, on a un échantillon très varié de capacités et de compétences. Depuis la perspective du Royaume-Uni, je ne dirais pas qu'il n'y a pas un groupe homogène. On ne peut pas généraliser en disant « voilà comment tout le monde fait aujourd'hui ». Non, non, il existe une grande diversité. Je crois aussi qu'il y a une forte tendance à un extrême plus sophistiqué parce qu'on a de plus en plus d'outils techniques qui sont déjà prêts à l'emploi
et qui peuvent s'appliquer au système. Merci. Michael. Oui, moi je pense que les partis les plus importants au niveau senior sont engagés peut-être à un niveau moindre après un premier contact. L'une des choses qui ont été très utiles a été justement de travailler avec le directeur, le responsable principal auprès des électeurs. Selon ce qu'indique notre recherche, cette personne a des réunions trimestrielles avec les différents partis, pas seulement avec ceux qui ont été désignés par les législateurs, mais ceux qui veulent figurer dans cette liste. Et cette personne nous a invités à de nombreuses réunions. Ça a été très utile d'avoir cette relation avec le responsable principal des élections pour qu'il puisse mieux comprendre ce qui se passe dans le monde des régulations. J'ai parlé des principaux partis politiques, mais en réalité, il faudrait que j'élargisse. Il y a eu aussi des petits partis et ça a été très utile de les voir participer tous. Oui, il y a un certain manque de maturité, mais surtout pour les organisations les plus petites. Mais le fait d'avoir l'interaction avec les partis et de pouvoir nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde pour le panorama général, ça a été très utile. Le contact régulier avec eux a toujours été extrêmement utile. Ah, tu viens de toucher un point abordé par James. Quelles sont les organisations qui sont régulées ici? Parce que c'est facile de définir les partis politiques dans n'importe quel contexte, mais ce n'est pas le seul univers. On a aussi des campagnes de référendum, parfois on a des coalitions de partis qui opèrent formellement, je ne sais pas si je me trompe, et nous avons aussi des organisations locales. J'ai eu à voir avec le processus d'établir des orientations par rapport aux campagnes à réaliser et par rapport aux processus qui doivent être mis en place. Donc, il nous faut étudier qui sont les régulateurs. Nous disons que ceux qui doivent être régulés, ce sont les partis politiques. Ce ne serait pas correct. Est-ce que vous avez des commentaires? Oui. Je ne m'intéresse pas uniquement à la campagne. Dans ce processus, comme on a pu le voir, nous avons un écosystème et les recherches sur cet écosystème sont aussi importantes. Il nous faut étudier les chaînes des fournisseurs dans le secteur financier, et dans les secteurs commerciaux où nous sommes. Il y a certains processus plus complexes où on partage cette information et pour pouvoir contrôler ces processus qui ne sont pas régulés, il y a certaines subtilités qu'il nous faut connaître en tant que régulateur et pour voir aussi comment choisir ici les pouvoirs de juridiction applicables au niveau national, au niveau international et voir aussi qu'il y a là des leçons apprises. Et en réalité, nous avons vu que si nous avons des équipes de haut niveau qui doivent apprendre ces leçons, il faut qu'ils puissent les appliquer correctement dans leur région. S'il te plaît, Michael, je voulais juste dire que tu as tout à fait raison. Colin, tu as tout à fait raison. Cette opération de profil prend 360 jours par an. Nous avons beaucoup d'informations relatives aux partis et par rapport à nous, je crois que ça nous a surpris. Nous avons été nombreux à être surpris de voir le degré de profilage de cette information. Maintenant, on a aussi essayé de faire des pronostics quant à l'avenir, le comportement futur pour les votes. C'est ce qu'on a fait dans le Canada, aux États-Unis, et on a vu quelle était, par exemple, la qualification dans les frontières pour comprendre pourquoi ils avaient été l'objet de ce profil-là. Mais il fallait aussi avoir une certaine transparence. Et bien sûr, il ne s'agit pas simplement de recueillir de l'information 30 jours avant l'élection.
Dans ce cas, il faut qu'on soit de fins connaisseurs du sujet à propos duquel nous élaborons notre recherche. Bon, avant de commencer, j'aurais dû vous demander aux participants s'ils voulaient ajouter des questions dans le chat. Comme je ne vois pas de questions, j'ai une longue liste de questions à moi. Peut-être qu'on ne pourra pas les aborder toutes aujourd'hui. Donc, il est intéressant de voir ici ce que examinent les institutions politiques et les autres institutions par rapport au fait du lancement des campagnes. Par exemple, nous avons Facebook et ils sont très intéressés par ces plateformes. Dans le monde politique, nous devons aussi examiner ces micro-conversations politiques. Moi, je me demande si ça a du sens de parler de ce micro-ciblage. Il ne s'agit pas simplement... Il y a des organisations qui utilisent dans le monde politique cette technologie pour mieux cibler dans les plateformes des réseaux sociaux. Quelles sont les restrictions de ce qui se passe actuellement? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des raisons pour parler du micro-targeting, du ciblage plus précis? Oui, Toby? Oui, si vous permettez. Je crois que c'est une question très intéressante qui nous fait parler des sujets. Parce qu'en fait, parce que nous sommes très intéressés par tout ce qui se fait dans l'industrie et il ne s'agit pas d'un comportement différent. Ce que je pourrais dire, c'est que par rapport à la publicité, ça peut attirer les gens et les inviter à acheter des produits, mais il faut qu'il y ait une intégration symétrique afin de pouvoir étudier ce qui se passe quand il y a un échec. C'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que quand on a vu qu'on a dépensé de l'argent dans quelque chose dont on n'avait pas besoin et quand on voit les impacts que cela peut avoir, cela concerne le marketing politique, on a une nature différente. Oui, ce marketing nous emmène à de nouveaux partis qui créent de nouvelles législations et alors cela nous permet pendant une élection de faire des choses qui intéressent la société. Et bien entendu, on ne voit pas les mêmes conséquences, mais nous luttons contre cela. Comment réguler cela quand nous avons une industrie de marketing qui fonctionne en réalité sur des présupposés légaux? Pour nous, dans certains cas de certains produits, oui, il est valable d'utiliser ces réseaux, mais on va appeler cela des services. Je pense qu'ici, on a besoin d'analyser quel est l'axe principal de toute cette publicité numérique et qui, en même temps, continue à est utilisé de manière continue. Probablement, le gouvernement va se rendre compte qu'il y a un problème et qu'il faudra une nouvelle législation afin de stopper cette surveillance effectuée de manière assez précaire. Nous devons étudier donc, et ça c'est l'un des grands problèmes, il nous faut voir ce qui se passe avec la publicité politique et il nous faut aussi examiner comment exclure certaines personnes qui ne peuvent pas distinguer les différents services. Qu'il est intéressant de regarder cela et de regarder le système principal qui sous-tend tout cela et qui affecte notre compréhension. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut faire un commentaire à ce sujet. Oui, je pense que cela fait une différence probablement. On peut voir ici effectivement que nous sommes en train,
on est en train de faire un micro-ciblage. Si on essaye de convaincre quelqu'un d'acheter un frigo, c'est très bien, mais c'est une façon de persuader les gens pour voter. Alors, les problèmes qui émergent par rapport à ces plateformes qui utilisent leur propre information pour entrer en contact directement avec les électeurs et vous invitant à cliquer sur certains boutons, de faire certains choix, cela implique que cela fait partie des arguments initiaux par rapport à Facebook, à propos duquel on a pu dire que cette information est utilisée pour profiler les gens, faire un profil psychologique, et après, ce qu'il advient, c'est que vous avez une plateforme qui peut vraiment vous aider à exercer une pression pour vous pousser à faire certains choix, de cliquer sur certains boutons. Donc là, c'est un cas extrême. Et si la négativité fonctionne spécifiquement dans le cas des individus, c'est là le message que nous allons recevoir. Je crois que dans le cadre du processus démocratique, il nous faut examiner non pas seulement ce qu'on ignorait auparavant, mais il faut étudier l'information dans les plateformes telles que Facebook en particulier. Ici, par exemple, on a utilisé le terme de micro-targeting, le micro-ciblage, mais il faut voir aussi ce qui se passe spécifiquement par rapport aux élections. Cela implique d'avoir un processus démocratique et bien évidemment que les options sont plus importantes. Il y a une question sur le chat. Avez-vous des orientations spécifiques par rapport à la date des élections dans vos juridictions? On a déjà répondu en partie à cette question parce qu'au Royaume-Uni, on a déjà travaillé à ce sujet et nous avons aussi une mise à jour par rapport au code de pratique. Et par conséquent, il nous faut ici voir qu'est-ce qui a été fait en Norvège. Je crois que ça n'a pas encore été appliqué, n'est-ce pas, Toby? Oui, tu as raison, tout à fait raison. Nous sommes en train d'essayer de le créer. Très bien. Eh bien, nous allons aborder d'autres questions. Nous avons un code de pratique. Cela semble suggérer que c'est une bonne façon de vraiment encourager les bonnes pratiques dans ce domaine. Mais quel type de code de bonne pratique, quel type de leçons vous avez apprises pour définir la meilleure façon de négocier? James, tu veux être le premier à répondre? Oui, je crois qu'ici, le mieux, c'est d'étudier la progression des techniques. Et évidemment, il nous faut être supérieur à ça. On ne peut pas négliger les derniers changements. Et il faut nous assurer d'avoir un soutien stable qui nous permette de gérer ces différents produits de régulation. Il me semble qu'ici, le plus important, c'est de rendre ces produits utiles et que nous essayions de réguler le bon accomplissement de ces principes. Il y a des gens qui font tous leurs efforts pour bien remplir ces conditions. Il ne s'agit pas d'un simple encouragement ou de décourager ceux qui avaient des conduites négatives. Ça fait partie d'un processus. Il s'agit de voir comment appuyer tout cela. Alors, je crois que c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Les gens, à un moment donné, commencent à travailler, ils sont convaincus de faire les choses correctement. Ce n'est pas mauvais en soi, mais il faut faire les choses de manière adéquate pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incompétence et en même temps qu'on soit capable de rendre des comptes en bonne et due forme. Alors, par rapport à la quantité de consultations dans ce processus pour être vraiment s'assurer du soutien des gens adéquats. Je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à cette question tellement délicate. Eh bien, je pense qu'il est fondamental, absolument fondamental. Ça me fait penser à un autre type d'élément dont nous devons nous occuper en tant que régulateurs et en tant que législateurs. Si
on ne donne pas la priorité à tout ceci. Par exemple, nous sommes réunis avec les présidents des partis pour voir quelle est leur hiérarchie, pour parler de différents sujets et pour nous assurer qu'ils sont engagés en faveur des principes. C'est comme si on avait nos techniciens, nos technocrates, tous réunis autour de la table et leur dire ce qu'il faut faire. Mais le problème, c'est s'ils ne croient pas qu'il faut une approbation qui vient du haut niveau, eh bien, je peux vous raconter une expérience d'une réunion avec certains techniciens. Je ne vais pas entrer dans le détail, vous l'avez déjà expliqué en tant que législateur-régulateur, mais c'est véritablement fondamental. James, qu'est-ce que tu en penses au Royaume-Uni? Eh bien, en réalité, ici, nous avons beaucoup d'informations dans ce sens. Mais il nous faut penser aussi à l'étape initiale, à l'étape où on se demande si on va avoir un tableau de bord numérique et pour savoir si cela est utile pour que la hiérarchie comprenne que la personne qui va réaliser des activités de prosélytisme, que cette personne comprenne comment remplir les conditions, les orientations. Il faut que ces orientations soient très claires et des outils qui soient vraiment disponibles pour les gens qui puissent remplir les conditions prévues. Nous devons faire là un excellent travail pour apporter notre soutien et notre encouragement. Quand vous êtes avec les partis politiques, vous vous adressez parfois aux employés, vous vous adressez à un groupe très grand de personnes qui sont intéressées par ce thème et parfois certains d'entre eux se sentent sous pression, certains sont très jeunes, d'autres veulent s'occuper plutôt de questions de sécurité, j'en ai l'impression en tout cas, et parfois il y a aussi une situation un peu plus détendue, on va dire, par rapport aux procédures, aux manières de les mettre en place, la protection extrême de l'information, tout ce qu'on peut faire pour faire que les partis politiques, pendant une campagne électorale, puissent prouver véritablement que les personnes qui vont faire partie de cet effort sont bien formées, qu'elles ne sont pas là juste pour raconter des rumeurs. Mais dans vos rapports, vous avez beaucoup d'anecdotes qui permettent de constater qu'il y a des personnes qui sont inquiètes. Quelles sont les différentes inquiétudes par rapport à la formation qu'il faut fournir? Habituellement, c'est difficile. Habituellement, c'est difficile. Tel que tu l'as déjà dit, lors d'une élection, les partis, définitivement, vont être en train de voir ce qui se passe avec ces gens qu'on peut appeler. Vous êtes surpris de voir qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui veulent faire du prosélytisme, qui s'enregistrent au nom d'une campagne. Et ça peut être également un signe volontaire de quelqu'un qui voudrait soutenir tel ou tel parti. Il nous faut parler tout le temps de comment on va constituer tout cela. On a eu beaucoup de débats parce que nous avons eu la possibilité d'établir une longue liste de tout ce qui doit être observé. Et ce serait vraiment bien, comme James l'a dit, on est en train de... C'est l'étape froide, la cold phase. Il nous faut un document modifié à fournir aux personnes qui sont sur la ligne de front en leadership. Et comme tu l'as dit, Colin, on va écrire, rédiger de nouvelles orientations. Mais on n'a pas d'orientation, de défi significatif à ce sujet. Très bien, Tobias. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'il y a une autre question dans le chat.
Nous avons le responsable de confidentialité qui demande quel est le rôle du compte rendu, du fait de rendre compte, et des gens qui fournissent ce service à la société pendant les activités électorales quand on va utiliser l'information personnelle sur Facebook. C'est là la question. Est-ce que je devrais interpréter cette question? Est-ce qu'on peut accuser Facebook? Michael, tu as parlé du processus d'échanger les adresses courriels, par exemple, sur Facebook, pour faire en sorte d'avoir des publics similaires. Et ici aussi, tout ceci pourrait être réalisé à une plus grande échelle, mais il nous faut prendre en compte ici les attentes par rapport à ce qui va se passer. Mais si cela est quelque chose que Facebook est en train de demander comme un résultat de la création de ces publics similaires, quelle est la responsabilité? Quel est le rôle de cette responsabilité dans cette relation? J'espère avoir bien posé la question. On va l'analyser. Bon, ici, l'un de nos collègues les plus extraordinaires vient de poser une question difficile en soi. Pour être sincère, on ne peut que mener une seule bataille à la fois. Donc, il nous faut ici voir comment on va gérer l'information de Facebook. Mais qu'est-ce qui se passe quand Facebook recueille cette information et l'utilise contre ces autres usagers afin d'obtenir une liste de personnes qui ont servi le parti à des fins publicitaires? On peut, par exemple, envoyer cela directement à la production. C'est une excellente question. C'est une excellente question. Et on la répond percée, mais évidemment, nous avons quelques autres implications, bien sûr. Je voudrais être plus précis. Est-ce qu'on pourrait partager cela sans consentement de la part des partis politiques par le biais de Facebook? Est-ce que les partis politiques vont sur Facebook pour dire écoutez, on peut nous diriger vers des personnes qui vivent dans ce district électoral spécifiquement qui ont certaines conditions. Ce processus, ont des processus sur des publics similaires. C'est l'analyse de Facebook. C'est l'analyse de Facebook qui pourrait avoir des conséquences. Je vois James, je regarde James sur l'écran. Je pense sur des problèmes au Royaume-Uni, mais également au Canada. Nous utilisons quelques codes géographiques au Canada où les blocs de données ont mis de l'information anonyme, entre guillemets. C'est une information qui dit nous avons dans ce district des personnes qui ont un certain niveau d'éducation, etc., ou qui aiment le vin blanc, etc. Un mélange d'informations qui vous permet de les comprendre mieux. Et ensuite, on compare cela avec les individus. Cette information est-elle précise? Cette géographie est-elle précise? C'est une très bonne question parce que le lien de ces données résulte, et je le redis, nous mène à une question, mais il me semble que c'est une zone un petit peu plus grise, disons. Quelqu'un d'autre? James? Il me semble que ici, nous voyons le bénéfice qu'un code
pourrait nous aider. C'est-à-dire qu'un code pourrait nous aider en analysant les questions précédentes, où on puisse analyser le système. Il existe une période, quand nous parlons de processus électoral, où les organisations ont d'une certaine façon qui doivent travailler rapidement. Il y a un certain niveau qui peut résulter de ce régulateur. Mais on pourrait avoir une communauté complexe, liée, et on pourrait avoir l'information entre les processus, les logarithmes et les utilisations. Mais nous devons comprendre quelles sont les règles, quelles sont les obligations, quel est le respect, ce qui est important. Et en termes de service, de l'utilisation de l'information, c'est très important. Il faut être clair et il faut superviser, il faut travailler sur cela, et surtout dans les cycles électoraux. Et c'est pour cela que nous devons tirer les leçons du passé qui ont été importantes pour nous. Nous sommes conscients que dans les processus, nous avons besoin d'une certaine orientation, c'est-à-dire que le commissaire écrit aux partis politiques en leur disant il y a un guide nouveau, il écrit aux plateformes en disant nos attentes sont celles-ci, il y a un guide, vous devez signer pour vous dire ce que vous devez faire. Il y a un rôle pour tout le monde. Nous avons un rôle pour la cybersécurité. Les organisations doivent comprendre comment marche le service, le processus et quelles sont les obligations du fournisseur de services pour s'assurer qu'il puisse s'expliquer de façon efficace de ce que fait le régulateur et ce que fait l'électorat. Nous devons expliquer ce que nous faisons, quels sont les bénéfices, quelle est la vision de l'écosystème qui nous oriente tous concernant de ce qui a été fait et de ce qui fait. J'ai une question qui est très importante. Les lockdowns. Il y a beaucoup de campagnes électorales qui ont été fermées. Il y a eu des lockdowns dans plusieurs de juridictions. Ils ont eu des lockdowns. Le panel croit que les autorités sont préparées pour faire face à cette sorte de choses. Les régulateurs, d'une certaine façon, ont fait une campagne numérique. Cela implique que les campagnes numériques peuvent être le futur au moins ou présentiel. Quelle est votre opinion? Toi, tu as eu une campagne traditionnelle en Norvège, Tobias, c'est ça? Oui, nous l'avons eu, mais les Norvégiens sont des personnes un petit peu timides. On n'aime pas les campagnes présentielles, mais nous les avons bien sûr. Et je ne suis pas très optimiste comme les orateurs. Par exemple, quand nous discutons avec les partis politiques, plusieurs d'entre eux nous disent qu'ils reçoivent des conseils de la part des brokers, des données ou des tierces personnes qu'ils embauchent. Et cela me mène bien sûr à ce que j'avais déjà dit concernant le terme pas mûr ou immature. Nous voulons que les partis politiques soient, qu'ils aient une reddition de comptes et j'espère que les choses ont changé. J'espère qu'aujourd'hui, étant donné des choses, et j'espère qu'ils comprennent déjà les risques qui sont impliqués. Et je veux être optimiste sur cela, même si j'ai des doutes. Les partis politiques en Norvège ont leur électorat de la même façon comme au Royaume-Uni et le Canada? Non, c'est différent. Ici, c'est différent. Bon, peut-être que c'est une des racines du problème. Peut-être que c'est beaucoup plus facile d'avoir ce problème quand on partage l'électorat. La liste de l'électorat qu'on partage pour la data analytique, parce que cette sorte de choses, il n'y a pas un consentement des personnes. Ce sont des listes qui sont réglementées par les autorités électorales et qui, par loi, doivent partager avec les partis des élections dans le Royaume-Uni.
et dans d'autres endroits, on établit une obligation. Et je pense que c'est un point qui peut faire la différence. Je ne vois plus de questions. Michael, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voulais souligner concernant le point que tu viens de mentionner, c'est-à-dire que discuter avec les votants, c'est difficile. Pour quelques parties, c'est très efficace le présentiel. Mais les ressources employées, la possibilité d'être en contact avec une personne, pendant quelques années, c'était le téléphone. Maintenant, nous avons d'autres méthodes pour être en contact avec les personnes. Mais il est important de notre côté que les partis connaissent quelles sont les règles du jeu et qu'elles soient transparentes avec les votants. Il ne s'agit pas uniquement de payer en Twitter pour essayer de contacter les personnes ou par le biais du web. Et au-delà de cela, l'information qu'ils peuvent obtenir par le biais des ordinateurs, ensuite avoir des algorithmes pour pouvoir contacter les personnes, ce sont des choses que les partis doivent faire plus transparentes. Parce que en termes de pouvoir gérer les technologies modernes, on ne gère pas encore cela. Merci, Michael. On n'a pas de questions sur le chat. Nous avons discuté pendant 1h40. Nous avons mené à bien une extraordinaire discussion. Je voudrais une fermeture. Quelque chose que vous n'avez pas eu l'opportunité de dire jusqu'à présent. Nous commençons avec James. Quelles sont les leçons que nous devons tirer? La leçon à tirer, je pense que c'est d'être en contact avec l'électorat, avec les personnes de l'électorat et à l'échelle internationale, parce qu'on utilise les plateformes et il est crucial de travailler avec toutes les parties, parce que nous aurons le meilleur impact de cette façon. Toby, le dernier commentaire? Il est déjà minuit en Norvège. Oui, définitivement, je suis d'accord avec ce qu'a dit James. Nous devons collaborer, nous devons partager nos expériences entre nous. Ça, c'est essentiel parce que l'écosystème change avec une grande rapidité. Il existe un grand besoin de normativité en Norvège. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir ces discussions pour voir quelles sont les différences locales et la grande variété de régulations locales. Il me semble que c'est la leçon à tirer. Merci. Nous terminons notre session. La discussion a été exactement de la sorte de discussion détaillée sur les défis dont vous faites face comme autorité de protection de données. J'espère que vous avez appris quelque chose et j'espère que vous allez encourager les autres personnes pour faire des recherches de la sorte. Et alors, je passe la parole aux organisateurs. Bon après-midi.